Marhaba bikoum. C'est pour moi un grand honneur, un grand plaisir d'être à côté de mes amis, professeur Abdelaziz Hayouni, professeur Sami Kamoun, pour co-présider cette première séance inaugurale de notre congrès. On s'excuse un tout petit peu pour les quelques minutes de retard. La première séance va démarrer tout de suite. C'est une séance qui va porter sur le thème général de la BPCO, particulièrement les exacerbations de BPCO. Et comme vous le savez, ça restera toujours important et capital de toujours parler de la BPCO avec toutes ces nouveautés qui arrivent. Et en parlant d'exacerbation, c'est encore plus important puisque l'exacerbation est loin d'être un simple accident de parcours. Vous connaissez tous l'ensemble des complications qu'on peut voir au cours d'une exacerbation, mais aussi au décours d'une exacerbation. J'ai le plaisir de donner la parole à notre ami professeur Zied Mouatamri, de l'hôpital militaire chef de service de pneumologie de l'hôpital militaire de Tunis, qui va nous entretenir sur les risques cardiovasculaires des exacerbations de BPCO. Messieurs les présidents, merci pour cette occasion. Chers présents, je suis honoré et ravi d'être là, d'inaugurer le congrès pour parler du poumon quand il s'exacerbe, et quoi de mieux que de parler des exacerbations de la BPCO et des risques cardiovasculaires. Alors, sans trop tarder, dans l'introduction, en fait, cardiologue et pneumologue, c'est une longue histoire d'amour. Une longue histoire d'amour avec des hauts et des bas. Ils nous ont abandonné la garde exclusive du cœur droit. Le cœur gauche aussi, il arrive avec sa dysfonction diastolique, et on va se retrouver à gérer toutes les pathologies cardiaques petit à petit, mais ça va être uniquement pour nous, et on va leur laisser tout ce qui est choro, interventionnel et tout. Et donc, il est intéressant de regarder de près ce qui se passe au niveau du cœur, et principalement au moment des exacerbations. Alors, il faut savoir que les maladies cardiovasculaires sont prévalentes de façon très élevée dans les BPCO, de façon très variable, en fonction de la sévérité. Ça varie de 20 à 70%. On a plus 25% de risque d'accident cardiovasculaire majeur chez les BPCO. C'est équivalent exactement à ce qui se passe avec les diabétiques. Et on a un autre ratio de 2,5 d'événements cardiovasculaires. Et tout ça en parlant de BPCO sévères, sans regarder la BPCO légère ou modérée, où elles sont présentes et où elles sont un facteur important de surmortalité. Alors, en se basant sur un article, j'ai repris cette image de liaison dangereuse, le fameux film et le livre, où le trio amoureux, cœur, poumon et exacerbation, où Madame de Merteuil serait l'exacerbation qui gâche tout, c'est à partir d'un article, au fait, qui parle de cette relation BPCO et maladie cardiaque. Est-ce que c'est une relation dangereuse? Et en effet, oui, on trouve que l'insuffisance cardiaque, tout ce qui est coronaropathie et fleuter, sont parmi les maladies les plus fréquentes et sont parmi les principales causes de surmortalité dans la BPCO. Cette relation est dangereuse, certes. On va essayer de décortiquer un tout petit peu la chose pour voir comment ça se fait qu'il y a une interaction aussi importante. Et au fait, on trouve qu'il y a beaucoup de facteurs de risque qui sont communs. Il y a des phénomènes physiopathologiques également communs, et il y a une co-association, une prévalence très élevée dans les deux maladies, ce qui fait qu'on a des facteurs de risque communs, on a la BPCO qui s'installe, on a les maladies cardiovasculaires qui s'installent, et en plus, avec tout ça, rajouté à ça, dans la BPCO, on a une inflammation systémique, une inflation très importante, et il y a une hypoxémie. Tout ça, ça va donner des comorbidités, et ça va aggraver les maladies cardiovasculaires, ce qui fait qu'on retrouve une prévalence très élevée de ces maladies cardiovasculaires. De façon comparative, quand on regarde là, sur ce tableau, BPCO et non BPCO, en fait, l'insuffisance cardiaque, elle est présente sur une méta-analyse dans 19% chez les BPCO et 2% chez les non BPCO, 10 fois plus. Les maladies ischémiques également, 20 versus 6, donc 4 fois plus. 3 à 4 fois plus, tout ce qui est fibrillation, 7 versus 2 plus, et donc c'est de façon statistique évident que les maladies cardiaques sont plus fréquentes chez les BPCO. À tel point qu'on parle de concept syndémique, c'est presque une même maladie, même physiopathologie, coexistence, même pronostic, et donc c'est la même chose.
Quand on regarde de plus près, en s'intéressant à l'IDM, la BPCO et l'IDM, même facteur de risque, survenue concomitante, on trouve que les patients qui ont eu une IDM, 7 à 28% selon les séries, ont une BPCO associée. Le risque relatif d'avoir une IDM chez un BPCO est 1,4 fois plus élevé, et donc quand on est dans un Gold 4, ça passe à 3 fois de risque supérieur. Et donc, cet infarcissement et ces IDM sont associés à une surmortalité, et un patient sur 3, il y a un risque de cette mortalité qui est incriminée due à l'infarcissement. Autre chose intéressante par rapport à la BPCO, que c'est une maladie silencieuse, exactement comme le diabète. Donc même prévalence, mais elle est aussi silencieuse. Quand on a fait dans une étude, on a essayé de regarder s'il y a des signes électriques d'ischémie chez des BPCO, on a trouvé que 21% des patients en avaient, et plus encore, 14% qui ne se sont jamais plaints de problèmes cardiaques. Donc 14% qui ont eu un incident ischémique et qui ne se sont pas rendus compte de la chose. Pour la fibrillation auriculaire, là également, les mécanismes sont les mêmes. L'hypoxie, l'hyperinflation, l'hypercapnie, il y a le dysfonctionnement diastolique et tout ça. Donc tout ça, ça va donner que la fibrillation auriculaire est beaucoup plus fréquente, qu'il y a une relation dans les deux sens. Au fait, on trouve qu'il y a plus de mortalité, plus d'hospitalisation, mais on trouve que quand on a un diagnostic de BPCO qui est fait avant l'apparition de la fibrillation auriculaire, c'est un facteur de pronostic beaucoup plus sombre chez ces patients-là. Troisième pathologie, c'est l'insuffisance cardiaque. En fait, chez les insuffisants cardiaques, on a, selon les séries, 9 à 40% de prévalence de la BPCO. Et vous allez voir, il y a une explication à ces écarts très importants de 9 à 40% selon les séries, parce qu'il y a un gros problème de diagnostic, j'y viendrai plus tard. Et en fait, c'est là également un facteur de risque, et l'insuffisance cardiaque, elle est présente chez 70% des BPCO. Là également, c'est sous-diagnostiqué, et dans toutes les séries qui ont été rapportées, au fait, l'insuffisance ventriculaire gauche n'est pas diagnostiquée, le diagnostic n'est pas porté chez ces patients. Alors, il y a une image très intéressante par rapport à ces maladies cardiovasculaires, c'est le comorbidome de Divot, c'est un grand cercle en pointillé. Le centre, c'est la mortalité dans la BPCO. Tout ce qui est à l'intérieur du cercle, c'est des maladies, des comorbidités qui sont liées de façon intime à la mortalité, à la surmortalité chez les BPCO. Et les cercles, la couleur rouge, c'est tout ce qui est cardiovasculaire. La taille du cercle, c'est l'incidence, la proportion de ces maladies-là. Donc, on voit que les maladies cardiovasculaires sont présentes, sont importantes, et elles ont une relation intime avec la surmortalité dans la BPCO. C'est le cas de l'insuffisance cardiaque, tout ce qui est ischémique, et la fibrillation auriculaire, comme je l'ai dit dans l'introduction. Alors, qu'en est-il de l'exacerbation ? Dans l'exacerbation, tout ce qu'on a dit comme mécanismes en commun, qui sont l'inflammation, l'hyperinflation et l'hypoxémie, sont à leur maximum, à leur paroxysme. Et par rapport à l'inflammation, par exemple, dans une étude, on s'est intéressé aux marqueurs de l'inflammation. Et on a comparé non-fumeurs, fumeurs et BPCO. Et ce qui apparaît de façon évidente, que par exemple, les globules blancs sont plus élevés chez les BPCO comparativement aux fumeurs. Le TNF-alpha plus chez les fumeurs, mais un peu moins chez les BPCO. Mais par contre, ce qui apparaît, que l'interleukine 6 est nettement plus élevée chez les BPCO, alors que chez les fumeurs, elle n'est pas vraiment significativement élevée, et qu'on a les globules blancs et la CRP là également qui sont élevés. Ces mêmes marqueurs de l'inflammation, l'interleukine, la CRP, le TNF-alpha et tout, ils sont retrouvés et décrits comme biomarqueurs de tout ce qui est cardiovasculaire et remodelage vasculaire et insuffisance cardiaque et tout. Donc, ils ont en commun les mêmes facteurs de l'inflammation. On a en commun avec les mêmes facteurs d'inflation. L'hypoxémie, je ne vais pas en parler. L'hyperinflation également, ça a son retentissement, mais une image que je trouve très intéressante, c'est un scanner en inspiration, en expiration, et on voit très très bien l'effet de compression que les poumons font sur le cœur, et donc vous imaginez l'impact que ça a sur la fonction droite, diastolique et systolique par la suite du ventricule gauche. En regardant plus près les exacerbations, vous le savez très bien, à chaque fois qu'on fait une exacerbation, il y a une perte de la fonction respiratoire, on ne récupère jamais ce qu'on avait auparavant, et il y a une mortalité qui s'installe. On sait qu'à peu près 50% des patients mourront dans les 3 ans et demi qui suivent, et c'est ce qui fait qu'il y a ce cercle vicieux qui s'installe. On est symptomatique, on fait des exacerbations, il y a des événements cardiovasculaires, il y a une sur-hospitalisation,
Et l'évolution, si on n'arrive pas à arracher notre patient à ce cercle vicieux, ça évolue vers la mortalité. Et quand on regarde également les événements cardiovasculaires majeurs, c'est les BPCO, on trouve que le risque est beaucoup plus élevé, 2 fois plus présent pendant les exacerbations. Ce risque est présent dès les premiers jours de l'apparition de l'exacerbation et quelle que soit sa sévérité. Ce qui fait que chez les BPCO, principalement les GOLD 1 et 2, les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité. Pour les 3 et 4, c'est évident, c'est l'insuffisance respiratoire chronique qui s'installe et c'est les poumons qui lâchent, mais dans les GOLD 1 et 2, la principale cause de mortalité, c'est tout ce qui est événements cardio-respiratoires et cardiovasculaires, et qui sont en rapport avec les exacerbations. Alors pendant une exacerbation, on a plusieurs événements. Ce qui est en noir, la courbe en noir, c'est tout le risque cumulé de tous ces facteurs-là. En bleu, on a les risques qui sont dus au remodelage vasculaire, à l'athérosclérose et tout. En vert, c'est le risque qui est dû à l'hypoxie et l'inflammation. En orangé, c'est le risque de l'hypercoagulité. Et en violet, c'est tout ce qui est dû à l'hyperinflation. Et comme vous le voyez, ça monte dès les premiers jours et ça persiste jusqu'à 1 an. Après l'épisode d'exacerbation, on est en risque de surmortalité par des maladies cardiovasculaires. Dans une étude qui s'est intéressée à ces exacerbations, en fait, quand on regarde chez tous les stades de la BPCO, en fait, de façon linéaire, on a des événements cardiovasculaires sévères qui apparaissent si on est exacerbateur ou pas. Là également, ça s'est intéressé à 213 000 patients sur un suivi pendant 2 ans et demi et presque. Et en fait, presque 70% des patients ont fait des exacerbations. En bleu, c'est des gens qui ne font pas d'exacerbation. En rouge, c'est des gens exacerbateurs. En fait, la survenue d'une exacerbation va donner une apparition plus importante de maladies cardiovasculaires. Et même le fait que les exacerbations soient modérées donne également une élévation. Donc, quelle que soit la sévérité de cette exacerbation, il y a une surélévation. Et ce facteur-là, il est persistant pendant 1 année, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc ça évolue de façon prolongée. Les maladies cardiovasculaires, ces événements-là et cette surmortalité, au fait, surviennent dès la première exacerbation. Même chez les BPCO qui n'ont jamais fait d'exacerbation, il suffit d'en avoir une pour que ça s'emballe et pour que les maladies cardiovasculaires et la surmortalité apparaissent, quelle que soit la sévérité de cette exacerbation. Alors, quels sont les challenges à qui on fait face avec ces exacerbations et ces maladies cardiovasculaires? D'abord, la proportion de patients qui sont diagnostiqués en même temps porteurs de maladies cardiovasculaires et de BPCO est faible. Il y a une proportion de patients en cardiologie qui sont BPCO mais qui ne sont pas diagnostiqués. Et chez nous également, il y a des patients qui sont BPCO et chez qui on n'arrive pas à faire le diagnostic. Et quand on fait le diagnostic, il y a beaucoup de problèmes parce qu'on a une réticence à mettre un certain type de médicaments. On ne surveille pas souvent avec l'échographie cardiaque. Les cardiologues ne demandent pas les explorations fonctionnelles respiratoires. Et au fait, il y a beaucoup de problèmes. Principalement le diagnostic. Les 2 pathologies se chevauchent, il y a beaucoup de ressemblances. La congestion pulmonaire peut nous empêcher de bien voir. L'inflation pulmonaire empêche les cardiologues de faire les échographies. Le taux de NT-proBNP est parfois faussement rassurant. Donc, sur la clinique, il y a beaucoup de chevauchements, ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire la part des choses. À part ça, on n'arrive pas à identifier, à part les exacerbateurs, quels sont les patients BPCO qui sont à risque de maladie cardiovasculaire. Il y a des scores qui sont établis chez les cardiologues, notamment le QRI-SK3. Et au fait, ce score-là inclut plusieurs maladies, le lupus, le PR, plusieurs maladies inflammatoires, mais la BPCO ne fait pas partie de ce score-là. Donc, on n'a pas vraiment une idée quels sont les patients BPCO à risque de faire des maladies cardiovasculaires sévères, et donc ça fait qu'il y a un sous-diagnostic. Pourtant, on a des moyens de faire ça. On a le scanner à notre disposition. Souvent, nos patients emphysémateux, on leur demande un scanner et on peut voir des calcifications coronariennes, mais on passe à côté de ça. Pour les cardiologues, là également, l'accès à la spirométrie n'est pas souvent... ils n'y pensent pas ou parfois on n'est pas très coopérants, nous aussi. Donc, la pratique de la spirométrie n'est pas vulgarisée chez eux. D'ailleurs, dans leurs recommandations, ils disent qu'il faudra faire une spirométrie, il faudrait que ça devienne systématique à chaque fois qu'on a un patient tabagique.
Et au fait, le fait d'avoir systématisé l'exploration chez les patients BPCO en réalisant un électrocardiogramme, un examen cardiaque, et de voir ce qu'il en est, en fait, on a trouvé, et de façon significative, qu'on découvrait systématiquement des pathologies cardiaques associées, à savoir tout ce qui est ischémique, insuffisance cardiaque ou trouble du rythme cardiaque. Donc les deux pathologies, elles sont parfaitement coexistantes et leur fréquence est élevée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui fait que dans la prise en charge, un autre point de challenge, on doit inclure tout ce qui est cardiaque. Ça, c'est la GOLD 2026, celle qui vient de sortir. Et au fait, parmi les 4 M, tout ce qui est mental, mobilité, morbidité et médication, on regarde dans la morbidité. Il est obligatoire de regarder ce qui se passe au niveau du cœur et d'introduire ça dans les clusters qu'on doit regarder systématiquement chez nos patients. Chez nos patients également, on va regarder également le contrôle clinique comme objectif, pas simplement de réduire les symptômes, mais d'essayer d'avoir un contrôle clinique comme ce qui se passe pour les BPCO, ce qui fait que les recommandations actuellement visent principalement les exacerbations. Notre cible principale, c'est les exacerbations. C'est pour ça qu'on a enlevé le C et le D, mis ça sur le E également, et avoir mis des recommandations beaucoup plus claires, l'ABA plus l'AMA. Éventuellement, si on a les eosinophiles supérieurs à 300, d'emblée, ne pas hésiter à commencer avec la trithérapie. Tout ça a un simple objectif, c'est de diminuer les exacerbations, et en l'occurrence, diminuer les événements cardiovasculaires et la surmortalité. Donc, je ne vais pas trop m'étaler sur ça, il y aura sûrement des conférences sur ça. Une autre image intéressante, là, c'est l'image des poumons après un traitement bien conduit. On voit très bien que l'hyperinflation a nettement diminué et la vascularisation du poumon s'est en parallèle améliorée quand on a mis nos patients sous un traitement en double bronchodilatation. Donc, cette association, maladie cardiovasculaire et BPCO et exacerbation, elle est bien là. Ce qui fait qu'il faudra toujours y penser, notamment parce que, comme je l'ai dit dans la présentation, la BPCO, comme le diabète, elle peut être une maladie silencieuse à l'origine de ces maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires sont également une cause principale de mortalité chez les GOLD 1 et 2. Et l'exacerbation, dès la première, chez des patients exacerbateurs ou non, quelle que soit la sévérité, dès les premiers jours et jusqu'à une année après la survenue d'une exacerbation, est une cause d'apparition de maladies cardiovasculaires et est une cause également de surmortalité. Donc pour conclure, un schéma un peu trop surchargé, mais devant des facteurs communs, devant une coexistence, il faudra y penser, proposer le traitement adapté aux patients BPCO, aux maladies cardiovasculaires, pour une meilleure prise en charge holistique de nos patients BPCO. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, professeur Ziad Moutamri. Très, très belle présentation. Merci de nous avoir rappelé qu'il y a une belle histoire d'amour entre le cœur et le poumon. J'espère que ça sera aussi le cas entre les pneumologues et les cardiologues. En tout cas, je vais donner la parole à la salle. Il y aura certainement beaucoup de questions, beaucoup de commentaires. On a un peu plus que 5 minutes. Et merci de nous avoir aussi permis de grignoter un petit peu. 3 minutes et 10. 3 minutes. C'est un bonus. C'est Taïb. Le baladeur, s'il vous plaît. Le baladeur qui se balade quand même. Merci Zaid, pour cette excellente présentation. Dans la conclusion, la première ligne, sur la première ligne, tu parles de complications ou coexistence silencieuse entre les deux affections. Effectivement, je voudrais attirer l'attention sur une insuffisance cardiaque qui est récemment connue, qui est peu connue par tous les cardiologues même, c'est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, qui fait errer le diagnostic dans beaucoup de cas. Donc, je pense, quand on pense un peu au cœur, avec une échographie
pratiquement normale, une fraction à 60 ou davantage, il ne faudrait pas hésiter à faire une épreuve de diurétique. Donc c'est une notion qui est relativement courante, mais qui n'est pas toujours saisie à bon escient. Autre chose concernant les exacerbations. C'est un terme, il me gêne beaucoup parce qu'il comporte un éventail considérable de sévérité entre la petite fibricule, expectoration un peu majorée, etc., une modification par rapport à l'état antérieur, et ce qu'on appelait la décompensation respiratoire aiguë, qui signifiait hypercapnie, hypoxémie sévère. Donc, les complications par rapport aux deux pôles de l'exacerbation ne sont pas très nettes. Les petites exacerbations sans retentissement hémodynamique, et puis les très très grosses. Est-ce qu'il y a une différence de survenue des complications cardiovasculaires? En fait, même dans les exacerbations, même si vous n'aimez pas le terme, modérées voire légères, le risque, il est majoré, il est augmenté. Donc, il ne faut pas les négliger. Même des petits fébricules, une augmentation des symptômes, une petite désaturation et tout, il ne faut pas négliger ça. Par rapport à votre première remarque, oui, bien sûr, et je pense qu'actuellement, avec les insuffisances cardiaques, diastoliques, systoliques, on gère mieux que les cardiologues tout ce qui se passe par rapport à l'insuffisance cardiaque, parce que même dans nos urgences, il suffit qu'il y ait une petite CRP élevée, on parle d'OAP surinfecté, même si j'aime pas ce terme-là, et le patient atterrit chez nous. Donc, on est en train de les gérer, et c'est vrai, on regarde mieux ces notions-là par rapport à l'insuffisance cardiaque, à fraction d'éjection préservée. Docteur Pidgeras, merci. Merci beaucoup pour cette très belle conférence. Vous avez fait aborder le terme d'exacerbation et je me permets de rebondir dessus parce qu'effectivement c'est un terme étonnant. C'est une fonction. Quand une fonction ne va pas, elle décompense. Et le professeur a raison de dire qu'il faudrait mieux parler de décompensation. Mais le terme d'exacerbation est très intéressant dans ses origines. Permettrait d'en parler. C'est ex acerbus, je ressors ex acerbus, je ressors acerbe. C'est-à-dire que je ressors aigri de cet épisode. Il m'en reste quelque chose. Alors en tant que, je dis post-bordelais, j'aime bien faire la comparaison. J'étais un bon vin et je ressors vinaigre. D'accord. Et comme ça, on a mieux compris ce que c'est que l'exacerbation. Alors une petite blague après qu'on a tous entre nous, entre cardiologue et pneumologue, vous connaissez la différence entre Dieu et un cardiologue. Cardiologue, il sait tout. Dieu, il ne fait pas de coraux, Dieu. C'est qu'il ne s'est pas pris pour Dieu. Voilà, non, mais je pense qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord en tant que fonctionnaliste, il faudrait mieux parler de décompensation, comme une banque va parler de décompensation bancaire. Ça serait plus logique. Tout à fait, vous avez raison. Docteur Zahri, oui, allez, si vous avez le micro. Merci Zied pour cette excellente présentation. Justement, moi aussi, je vais revenir sur la terminologie exacerbation. Je pense qu'avec la nouvelle définition là qui vient d'être actualisée de l'exacerbation, on met plus l'accent sur le caractère un peu grave et retardé que par rapport à l'accès aigu, parce qu'avant l'exacerbation c'est une aggravation aiguë, maintenant dans la nouvelle définition c'est une aggravation rapide qui s'étale sur moins de 14 jours d'évolution. Donc je pense qu'ils vont fusionner exacerbation, décompensation, et ça s'y prête très très bien et ça explique les effets secondaires liés à l'aggravation des comorbidités du fait de l'inflammation systémique qui ne peut pas s'installer de façon aiguë, mais c'est plutôt, il faut qu'il y ait une certaine chronicité dans l'évolution des choses. On va trouver un terme, on regarde un peu dans le latin. Moi je pense qu'on va revenir sur la décompensation plutôt que l'exacerbation qui est plus à cas aigu. Professeur Melingit, juste derrière. Merci Zied de nous avoir montré à quel point les deux pathologies, en plus quand il y a une exacerbation, sont liées. Mais ma question par rapport à toi, c'est sur le plan pratique. Tu nous avais montré plein de chiffres et tout, mais sur le plan pratique, quand un patient donné se présente pour une exacerbation aiguë de BPCO, est-ce qu'il n'est pas actuellement recommandé de rechercher certains biomarqueurs ou de faire certaines explorations
pour être sûr qu'au moment de cette exacerbation ou au-delà de cette exacerbation, ce patient ne présente pas de comorbidité cardiovasculaire ou de décompensation de certaines maladies cardiovasculaires déjà connues. Est-ce qu'il y a des choses qui sont recommandées à faire actuellement chez un patient qui est hospitalisé pour une exacerbation de BPCO? En fait, je pense qu'on est en train de le faire. Je l'ai dit, on les prend en charge mieux que les cardiologues. ECG, on les fait de façon systématique. Les marqueurs biologiques, la pro-BNP également, on la demande de façon systématique. Et je pense souvent nos patients ne sortent pas avant d'avoir eu une échographie cardiaque, en précisant bien qu'on voudrait bien voir la fonction diastolique et qu'on ne veut pas juste avoir une idée sur la fraction d'éjection systolique. Donc, je pense que ces éléments-là sont largement suffisants pour pouvoir faire la part des choses comme premier pas dans la détection et la recherche de ces comorbidités. Et c'est vrai, dans notre pratique, on découvre souvent des passages en FA, des insuffisances cardiaques méconnues et tout ça. Donc, à part la théorie, je pense que la pratique de tout le monde ici va dans ce sens-là. Donc, ECG, pro-BNP, échographie cardiaque, je pense que c'est le minimum à faire de façon systématique chez nos patients quand ils sont hospitalisés en décompensation. Comment? Oui. C'est pas... Il n'y a pas de recommandation, mais le bon sens dit qu'on devrait faire ça, et je pense qu'on est en train de le faire, tous sans exception. Oui, donc... C'est Bachir. Juste un commentaire dans le même sens. C'est les BPCO très sévères, avec le cœur en goutte, avec l'absence, pratiquement une raréfaction de la vascularisation. Quand ils font leur OAP, on va dire, c'est rare où un jeune praticien puisse en détecter à temps. Et c'est souvent des malades qui consultent aux urgences. On voit les étiquettes portées par ces patients, décompensation, bronchopathie, etc. Or, il faut une bonne connaissance de la physiopathologie de cette entité pour pouvoir la détecter à temps. Et les malades ne sont pas toujours vus en première approche par les spécialistes ou par des pneumologues expérimentés qui ont l'habitude de diagnostiquer l'insuffisance cardiaque minime chez le BPCO qui le compense de manière sévère. C'est vrai, d'ailleurs, la clinique, il y a tellement de chevauchements, même pour l'échographie cardiaque, parfois on nous fait une fast écho au niveau des urgences, je ne les regarde jamais moi, et souvent on demande le lendemain une échographie par un échographiste chevronné, parce que l'hyperinflation déjà des poumons va l'empêcher de bien voir et de bien évaluer, et donc c'est vrai, c'est souvent le cas par rapport à nos patients. Oui, tout à fait. Mais même la fonction diastolique, on va s'en occuper nous dorénavant. Faites-nous juste le diagnostic et on gère le reste. On va y arriver à faire les échos. Le temps de donner la parole à Sali, juste un commentaire. Donc, effectivement, se pose le problème de tout ce qui est cardiaque et pulmonaire lors de l'aggravation de l'état du patient. Et idéalement, donc la réalisation de bilan biologique, d'échographie est recommandée, mais sur le plan pratique et dans un cabinet privé, c'est difficile de demander ces examens-là, surtout lorsqu'on est face à une exacerbation modérée. Mais de toute façon, la littérature insiste bien sur la nécessité de penser à une origine cardiaque ou manifestation évoquant une exacerbation de BPCO. Deuxièmement, concernant la terminologie exacerbation décompensation, cette terminologie a posé beaucoup de problèmes au cours des 2-3 dernières décennies jusqu'à la nouvelle définition de RAM d'environ 2020, parce qu'à un certain moment, on parlait de décompensation pour parler des exacerbations les plus graves menaçant le pronostic vital et exacerbation pour les cas modérés à légers. Et donc, la nouvelle définition a introduit une approche plutôt avec des chiffres, donc, fréquence respiratoire, etc., donc permettant de mieux aiguiller le clinicien
Mais évidemment, ça reste une définition incomplète dans l'attente d'un marqueur biologique éventuel ou d'un autre marqueur beaucoup plus fiable. L'échographie serait intéressante pour distinguer OAP, par exemple, et problèmes respiratoires, etc. Mais effectivement, concernant l'insuffisance cardiaque à fraction préservée, qui toucherait jusqu'à 40% des sujets âgés en décompensation cardiaque, le problème, c'est que, comme tu l'as bien dit, il faut un cardiologue expérimenté. Et malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous les cardiologues. On va les faire tout seul. Dr Bouchra a fait un livre sur l'échographie cardiaque. Donc on va commencer par lire le livre, on va apprendre à faire les échos nous-mêmes. Il faut un échographe qui coûte actuellement au moins 300 à 400 000 $ pour réaliser des examens de l'échographie. C'est pour ça qu'on va donner le mot de la fin, c'est Ali. Non, juste pour te faire une remarque, j'ai bien écouté ce que tu as dit, tu es dans la vérité. Simplement, la question que je me pose, pourquoi on s'est excité sur le cœur que les 5 dernières années? Parce que, je te rappelle, en 2011, lorsqu'on a mis la classification thérapeutique, double bronchodilatation, tout cela. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'avec cela, qu'avec même la biothérapie, même dans les essais de biothérapie, il y avait une insuffisance du traitement que nous proposons. Puisqu'il y a insuffisance du traitement que nous proposons, on doit se pencher sur le cœur pour avoir un contrôle de cette maladie. Cette maladie-là ne pourra jamais être contrôlée s'il n'y a pas un contrôle du cœur à côté. Parce que vous avez le facteur de risque numéro 1, qui est l'hypoxie. Le facteur de risque numéro 2, c'est le tabac, avec les problèmes vasculaires qu'il présente. Donc, par insuffisance, on s'excite. Malheureusement, le courant des pneumologues n'est pas en symbiose avec le courant des cardiologues. Les cardiologues sont plus sur les cardiopathies coronariennes. Et quand on adresse un malade, ils nous répondent pratiquement il n'a rien du tout, pourquoi il est venu me voir. Bon, c'est un fumeur, c'est classique, ce n'est pas une urgence, il n'y a pas un traitement en plus. Donc il faudrait, à mon avis, d'abord nous former, mais former les cardiologues aussi, pour qu'ils puissent être pour nous un appui intéressant et nécessaire.